Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Meetup du coup sur le futur du travail. Entre digitalisation et télétravail, quel équilibre à mettre en œuvre pour les collaborateurs et collaboratrices? Nous sommes le TUBA, donc une association lyonnaise qui a pour objectif de regrouper en fait les acteurs de la ville, tels que des entreprises privées, mais également des acteurs publics, des associations et des laboratoires de recherche, dans le but de travailler ensemble sur des projets afin de mieux vivre en ville, mieux vivre la ville en utilisant les potentialités du numérique. Donc je suis pour ma part Mathis Cacheux, psychologue en ergonomie, et je suis accompagné du coup de Manon Pally. Manon, je te laisse parler. Donc, je suis designer de services et d'espace, des formats et outils pour des programmes d'innovation collaborative. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce meet-up parce que, comme l'a très bien dit Mathis, au TUBA, on s'intéresse à tous les enjeux qui sont présents dans la ville, que ce soit donc les enjeux urbains en tant que tels, mais également les enjeux numériques. Et cette question de digitalisation et télétravail, c'est un enjeu qu'on avait perçu et avec lequel on avait dialogué avec la SNCF sur ce sujet, d'un point de vue santé, bien-être au travail, etc. Vous verrez par la suite les différents axes qui seront pris. Et le contexte particulier en fait, de cette réflexion, ça a été on a remarqué une modification et un impact sur la façon dont travaillent les collaborateurs et le fait que ça renforce considérablement en fait, le télétravail comme une pratique qui devient la norme et que ça devient, comme il faut le préciser quand même, un télétravail qui est non pas choisi mais subi. Donc on a demandé à différents intervenants de venir autour de nous. Ils représentent aussi bien le monde de l'entreprise avec des grands groupes qui sont présents, mais également des experts. Comment dire, découpé en plusieurs parties. On va imaginer 4 dimensions, on va dire. L'impact à l'échelle individuelle, relationnelle, donc avec l'autre, sur l'organisation, mais également sur la reconnaissance professionnelle en tant que telle. Donc, je vais vous laisser aux intervenants la possibilité de vous présenter rapidement en nous disant de quelle structure vous venez. En sachant que vous aurez leur regard sur cette question du futur au travail juste après dans les échanges du meet-up. Rémi, tu peux peut-être commencer? Bonsoir, donc Rémi Prugnot, moi je travaille au sein de ISNCF, qui est l'entité numérique du groupe SNCF sur les thématiques futur du travail et collaborateurs. Et tu es accompagné d'Annabelle? Oui. Alors je passe la parole à Annabelle. Eh bien oui, du coup, donc je suis Annabelle Mailloux-Lagrange et je suis je travaille dans un établissement qui produit les TGV sur le secteur de Lyon. Et donc, moi, je contribue à tout ce qui est transformation managériale dans la structure où je suis. Merci. Luc? Oui, bonsoir. Luc Merzwader, moi je représente une structure qui s'appelle Ergo. On est spécialisé dans la reconnaissance des compétences en situation de travail au service de tout le monde et on crée une solution d'accès à l'emploi qui promeut l'égalité des chances et la diversité. Merci. Elsa, tu veux prendre la suite? Allez, donc moi je suis Elsa Laneri, maître de conférence en psychologie du travail et en ergonomie au sein du GRES à l'Université de Lyon 2. Et mes thématiques de recherche portent du coup sur l'impact des changements organisationnels, sociaux, techniques sur les individus, les collectifs et les organisations. Et juste pour définir très très rapidement la psychologie du travail et ses visées, elle vise justement à étudier les comportements humains au travail dans un but de préserver la santé, la performance, permettre le développement. Voilà, c'est juste pour cadrer un peu l'intervention. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ça nous permettra aussi de mieux comprendre les échanges par la suite.
Julie, est-ce que tu veux prendre la continuité? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je suis Julie Fabry, je suis professeure en management de l'innovation à EM Lyon Business School et je suis également vice-présidente d'un réseau de recherche international qui s'appelle RGCS, qui est un réseau interdisciplinaire actif dans plein de villes sur les 5 continents qui s'intéresse justement au futur du travail, aux mutations de notre rapport à ce qui fait travail et ce qui peut être défini comme travail dans l'espace et le temps, ce dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus tard. Merci. Et enfin, Clotilde? Oui, bonsoir, Clotilde Ferrier. Je suis notamment en charge du management des plateaux clientèle à Enedis sur le territoire Sion-Rhodanien. Merci. Merci à tous. Et du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet en commençant du coup par les enjeux autour de la digitalisation du poste de travail et plus globalement du télétravail. Rémi, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on entend du coup par digitalisation du poste de travail et quels sont les enjeux qui accompagnent cette digitalisation pour vos collaborateurs? Alors, déjà, je suis ravi parce que je vais pouvoir employer des mots un peu en anglais, chose qu'on fait un peu moins chez SNCF avec les traductions. Donc, nous, on appelle ça le digital workplace et on a une conception assez large du digital workplace. Donc, c'est bien sûr tout ce qui est équipement, logiciel, etc., mais aussi les espaces de travail et des pratiques organisationnelles, culturelles, managériales. Et quelque part, la définition de base, c'était le complément du bureau de travail. Sauf que on n'a plus de bureau. Et donc voilà, pourquoi c'est important? Voilà, c'est la crise. On a eu un effet, comme toutes les organisations, accélérateur et pas de nouveauté sur ces enjeux-là, notamment l'adoption des outils collaboratifs. Donc chez nous, Teams s'est déployé, la suite de Office 365. Juste un chiffre, on est passé de 10 000 utilisateurs environ à 90 000 en quelques semaines. Donc derrière, ça a drivé aussi toute notre infrastructure technologique, notamment le cloud et tout ce qui est connectivité, qui sont des enjeux majeurs pour déployer cette fameuse digitalisation du bureau de travail, notamment à distance. Bien sûr, le télétravail, donc ça a été une découverte ou alors une confirmation. Et puis je suis entièrement en phase avec la notion de télétravail subi. Et c'est pour ça qu'on a inclus dans nos réflexions en fait un cadre un peu plus large dans le monde qui va sans doute arriver bientôt, et d'avoir cette continuum en fait entre les différents espaces de travail et les différentes modalités de travail, que ce soit le bureau, le domicile ou éventuellement des tiers-lieux. Et pour SNCF, on a bien sûr des enjeux voilà, que je vais un peu d'évoquer généraux, mais on a vraiment des enjeux un peu vraiment particuliers qui sont de capitaliser en fait sur ces nouveaux usages. Maintenant, les collaborateurs, en fait, de par la contrainte, se sont appropriés les un peu canaliser, pérenniser les bonnes pratiques. Et il y aura plein de sujets sur la déconnexion, sur quelle application à tel moment, etc. Et puis on veut élargir aussi, pas que aux outils collaboratifs, et ça c'est un sujet plutôt futur du travail et tous les enjeux d'automatisation, parce que maintenant les outils permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Voilà, donc c'est des réflexions autour du work management à avoir. Et sur la partie cybersécurité, c'est très important pour nous, puisqu'on élargit de plus en plus nos données, et notamment, du coup, c'est ce qu'on appelle les approches Zero Trust, donc c'est-à-dire qu'on remet l'utilisateur au centre des dispositifs et non plus de raisonner en réseau, ce qui correspond aussi un peu aux évolutions des organisations un peu de plus en plus ouvertes. Donc tout ça, c'était des tendances qui étaient déjà là, mais bien sûr qui ont été accélérées. Et puis une chose qui nous semble essentielle, c'est aussi de remettre alors, je dis le collaborateur, mais l'humain au centre, mais aussi des usages. Et donc, chez nous, on utilise Facebook, YouTube, WhatsApp, etc., qui ne sont pas forcément homologués dans les organisations, donc il faut aussi en tenir compte. Et ça passe aussi par la partie matérielle, les Mac, par exemple, pour ne citer qu'un exemple. Bien sûr, la question des bureaux, comment on va les réaménager? Qu'est-ce que ça veut dire, signifier revenir au bureau? Quelle expérience, en fait, je propose à mes collaborateurs? On l'a vu. Bien sûr, c'est très personnel, mais globalement, les gens sont plutôt contents. Mais ils sont aussi contents de revenir au bureau, mais peut-être pas pour envoyer leur mail. Donc voilà, c'est vraiment cette réflexion-là à avoir. Et puis, sur la partie, mais ça va être développé beaucoup plus tard, sur la partie culturelle, organisationnelle, tous les enjeux de, voilà, qu'est-ce que je fais en distanciel, qu'est-ce que je fais en présentiel, comment je travaille en synchrone, comment je travaille en asynchrone. Des réductions d'équipes, c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus agile, entre guillemets. Voilà, donc pour nous, en fait, ce digital workplace, c'est une manière d'interroger le workplace
puis au final le work, et puis pour aller sur ces nouvelles manières de travailler, les new ways of working. Et c'est vraiment ce sujet-là d'autonomie, de confiance, de flexibilité qui sont attendus, tant pour les organisations qui en ont besoin que pour les collaborateurs. C'est pas évident, c'est pas inné. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres beaucoup moins à l'aise. Donc, bien sûr, l'enjeu principal, ça va être d'accompagner cette tendance. Voilà un petit peu. Et juste par rapport à la spécificité du groupe SNCF, donc bien sûr tout ça c'est en interne. J'y vois un levier principal, c'est que ça va permettre aussi à nos équipes en interne, IT, immobilier, etc., de travailler ensemble, chose qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude sur un sujet qui est par définition transverse. Et puis le groupe a aussi une responsabilité d'accompagner toutes ces mutations de télétravail, etc., de par son impact un peu business, mais aussi d'accompagner la reconfiguration des territoires, puisque le télétravail va peut-être désengorger entre guillemets la ville, il va avoir un nouveau rapport à la mobilité, donc voilà, il va falloir aussi accompagner les autres organisations sur l'ensemble. Et donc voilà, le groupe a aussi cette vocation-là, que ce soit par les transports ou par les gares, par exemple, etc. Voilà. Donc ça me semblait important. Merci, Camille. Clotilde, du coup, côté Enedis, en tant qu'entreprise, quels sont du coup les gains et les limites d'avoir une équipe en télétravail? Oui, alors je vais vraiment parler d'expérience d'un point de vue manager, hein, puisque nous, en fait, on est rentré à Enedis à l'occasion du premier confinement, on est rentré en télétravail, mais en mode crise. C'est-à-dire que personne n'était équipé et n'avait l'habitude de faire du télétravail. Et du jour au lendemain, on a dû pouvoir assurer l'activité en télétravail. Donc, que ce soit les collaborateurs ou les managers ont découvert en fait le télétravail et ont découvert au fur et à mesure comment il fallait s'adapter et adapter les modes de management en télétravail. Et la première chose en fait qui a vraiment changé leur vie et le premier changement impactant pour les managers, ça a été la perte du contrôle direct. C'est-à-dire un manager, quand il a tous ses collaborateurs sur un plateau, c'est facile de voir qui bosse pas, qui fait des grandes pauses, qui produit, etc. Et là, quand ils sont loin et qu'ils reviennent pas en plus, hein, parce que ça a quand même duré des semaines entières, il y a eu une grande frayeur de dire je perds le contrôle direct. Dans les faits, ça s'est vite calmé puisque la productivité était au rendez-vous, surtout dans cette période de crise où tout le monde s'est mobilisé pour assurer le service. Donc, c'est vite passé, mais ça a été vraiment la première crainte. La deuxième chose qui est tombée, c'est l'animation. C'est-à-dire que plus possibilité, les rythmes, tout ça, tout d'un coup, ça tombe. Et de se dire comment on fait de la cohésion d'équipe, comment on mobilise autour de nos enjeux. Hein. Nous, on a des enjeux forts, comme pas mal de monde, hein, de métiers, autour de la sécurité aussi. Et du coup, comment on continue à mobiliser quand on a perdu tous nos rites et rythmes. Ensuite est arrivée la question, et au fait, on a des nouveaux, comment on va les former? Parce que là, pour le coup, s'ils sont déjà en télétravail comment on peut professionnaliser et assurer cette professionnalisation qui se faisait aussi sur le terrain et par frottement. Ce qui a manqué, qui a fini par manquer assez rapidement, c'est les moments de convivialité. Le plaisir, ce qui donne aussi du plaisir au travail. Et ce qui était aussi marrant, c'est que ça manquait pas à tout le monde en fait. On a découvert qu'il y a un certain nombre de personnes en fait qui ne recherchent pas une vie sociale professionnelle. Et donc ça, c'était une découverte parce qu'on était à peu près tous persuadés, surtout d'un point de vue manager, qui sont plutôt des gens qui aiment bien le contact, que c'était juste pas possible et on a découvert ça. Après, on a découvert aussi des gens à qui ça manquait beaucoup, mais voilà, ça fait partie quand même des apprentissages pour construire demain un nouveau mode, plus en mode croisière, comment on travaille ensemble. Ce qu'on voit aussi, c'est tout ce qui concerne l'innovation, le partage de bonnes pratiques un peu spontanées, la collaboration qui se fait parce qu'on se croise à la machine à café et on a un échange un peu semi-professionnel et du coup, on trouve des idées ensemble. Ça, du coup, c'est vraiment un truc qui tombe et qui n'est pas facile à retrouver en télétravail et qui est encore aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas retrouvé. Et puis tout l'aspect, pour le coup, qui est arrivé aussi assez vite, surtout avec le prolongement du premier confinement et qu'on retrouve là, c'est la détection de signaux faibles. C'est-à-dire que quand vous dites bonjour à quelqu'un le matin, vous le voyez, il y a le langage non verbal, et très vite, vous arrivez à sentir l'état un peu psychologique des personnes, l'ambiance, s'il y a des tensions, s'il y a des non-dits, etc. C'est beaucoup plus dur quand vous avez les personnes en télétravail.
Donc ça revient sur la cohésion d'équipe, mais ça vient aussi sur vraiment prendre soin des uns des autres et le soin les uns des autres. Du coup, ça a posé cette question-là, puisque on n'a plus la partie émotion, tempérance, etc., par des échanges beaucoup par chat et par mail. Donc on utilise de plus en plus les émoticônes qui remettent un peu d'émotion, au moins dans nos messages. Mais voilà, ça fait partie, voilà, je vous ai un peu dressé, un peu dans l'ordre un peu chronologique de ce qu'on a constaté, tout ce qu'on a un peu perdu en étant en télétravail dans ce mode crise dans lequel on est entré. Exactement. Bah, merci à tous les deux pour cette vision globale aussi des enjeux en entreprise sur le télétravail. Ce qui ressort beaucoup, c'était aussi cette question d'autonomie, de confiance, mais également d'opportunité d'en profiter pour imaginer de nouveaux modes de faire, notamment sur cette question de workplace qu'a abordé Rémi. Mon accent n'est pas aussi fameux que le sien. Et on reviendra sur cet élément plus tard, notamment avec Julie et Elsa. Mais en effet, je souhaitais rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit par Clotilde et qui est très intéressant, c'est que cette période, enfin cette manière de faire du télétravail, elle n'est pas abordée selon les individus de la même manière. Il va y avoir des impacts qui sont très individuels et très personnels. Et j'aimerais qu'on aille plus en détail justement sur les impacts par télétravail sur la santé du collaborateur, du travailleur. Est-ce que, Elsa, tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui. Donc du coup, la santé, elle est définie, juste pour redonner une petite définition par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et dans ce cadre-là, on prend en considération l'homme, avec un grand H, selon 4 dimensions. Donc si on fait le parallèle entre ces dimensions et ce que ça peut impacter, déjà on se rend compte qu'il y a juste, avant de commencer à détailler, il y a plusieurs enquêtes qui existent sur les effets du télétravail et les conclusions ne sont pas toutes unanimes. Si je prends une enquête très récente de l'Aubergo, elle montre que le télétravail se traduit par une amélioration de la qualité de vie, mais aussi par une augmentation du temps et de la charge de travail. Bon, donc là, on n'est pas vraiment avancé. Donc, moi, je vais prendre les travaux de Marc-Éric Bobillier-Chaumont pour justement appuyer mes propos. Alors, d'un point de vue psychologique, on observe des maladies de l'hyperconnexion. Pour vous donner un exemple, 3/4 des personnes consultent leur mail en dehors de leur temps de travail. 48% travaillent pendant leurs vacances. Ceci est notamment renforcé par le fait qu'on utilise les mêmes outils dans notre sphère privée et notre sphère professionnelle. On observe aussi que la charge mentale, elle est augmentée due à des difficultés à gérer les frontières entre vie personnelle et vie pro. On l'a largement vu avec la crise sanitaire et les personnes qui devaient gérer leurs enfants et leur emploi. Les études montrent aussi que le télétravail, ça entraîne aussi des addictions. Alors ceci peut s'expliquer notamment par le bouleversement de la frontière entre vie professionnelle, vie privée, l'éloignement du collectif, l'éloignement de la ligne managériale, ce qui entraîne un développement de la solitude, l'augmentation du temps passé devant l'écran et donc l'augmentation du tabac, de l'alcool, de substances psychoaffectives et du workaholisme, ce qu'on appelle l'addiction au travail. Donc ça, c'était pour la sphère psychique. Au niveau physique, on observe qu'en fait, comme Rémi l'a dit, en fait, tout a été très vite. Et du coup, les salariés ne sont pas bien équipés chez eux. Beaucoup travaillent dans leur lit, sur un coin de table, etc. Ce qui induit des mauvaises postures et donc des douleurs au dos, notamment. En majorité, le télétravail s'exerce chez soi, donc lieu qui relève du droit privé. Donc la médecine du travail n'a pas accès à ce lieu pour faire des aménagements si nécessaire. Et peut-être dire aussi qu'avant la crise Covid, le télétravail était organisé pour une partie des salariés, mais maintenant, elle est généralisée à l'ensemble sans que forcément des moyens aient été mis en place. Pour vous donner un exemple très concret, à la fac, on a demandé aux secrétaires de télétravailler, mais on ne leur a pas donné de ligne professionnelle, de téléphone professionnel. Donc, il me semble que pour ce métier, c'est complexe. Alors au niveau social, il y a des études très intéressantes aussi qui montrent, alors liées à la crise, mais que nos interactions sont modifiées, notamment une étude qui montre qu'on préfère finalement faire une réunion via Zoom, via Teams, enfin en distanciel, plutôt que porter un masque tout le long d'une réunion.
D'autres études récentes montrent que le port du masque, ça va entraîner une confusion dans la reconnaissance des émotions de base. Donc ça a un impact aussi sur le collectif et sur la manière dont on répond aux demandes des collègues. Et justement, par rapport au collectif, je pense qu'on l'a tous observé, on a moins de temps pour réguler, pour échanger sur notre activité, on a moins de temps pour mettre en controverse notre activité, de moindre temps de réflexion, on va enchaîner les réunions sans pouvoir y réfléchir, et puis donc un risque d'isolement et d'échec. Demander aux collègues de l'aide, puisqu'on sait qu'il est fortement pris. Et puis enfin, au niveau cognitif, le télétravail rajoute de la charge mentale et donc du stress avec de nombreuses, peut-être on en reparlera, mais avec des activités de reporting qui sont demandées notamment par les managers, une réduction du temps dans le traitement de l'information, une surcharge qui est liée notamment à l'infobésité, le fait d'avoir accès à un nombre très important de données, et puis des interruptions de tâches multiples par téléphone, par mail, par chat. Voilà ce que je peux dire globalement pour répondre à cette question. Merci beaucoup Elsa, c'est très complet et on voit bien effectivement que les impacts sont très globaux. Et l'exemple du secrétariat et du fait de donner ou non les outils pour permettre ce télétravail, ça me fait rebondir sur la question de est-ce que justement toutes les activités sont éligibles au télétravail? Est-ce que certaines plus que d'autres sont plus propres à ce type d'activité? Est-ce qu'il y a une sorte de discrimination ou du moins, est-ce que le télétravail peut être vecteur d'inégalité? Je pense qu'on a Luc Dergaud qui est le spécialiste pour nous parler de cette question et du moins nous donner son avis. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, je vais parler du point de vue de l'observation du travail, puisque c'est notre métier principal, c'est de venir au contact des travailleurs dans les conditions réelles d'activité. Et quand on a préparé ce meet-up, on a pris la question un peu polémique, volontairement, de la question des inégalités, parce qu'en termes de conditions de travail, on devrait plutôt parler d'équité. Du côté de l'entreprise, plutôt que de la question de l'inégalité qui est très très large. Mais l'aborder du point de vue de l'inégalité, c'est pas complètement inintéressant. Déjà, il faut rappeler que le télétravail, c'est une modalité, qu'il y a d'autres modalités et que se pose la question de la continuité de l'activité professionnelle dans cette intermodalité entre des temps qui peuvent être télétravaillés, des temps qui peuvent être présentiels. Ça a été très bien exposé en termes d'enjeux managériaux du côté de... Et c'est important de rappeler que, du coup, vu que c'est une modalité, elle va être liée aux conditions. Et là, on va parler de conditions qui sont plus personnelles que général, c'est-à-dire que quand je viens travailler sur mon lieu de travail, tout le monde est traité de la même manière, d'une certaine manière, d'un point de vue avec des variations et des limites, mais c'est quand même le contrat global qui est posé. La porosité qui existe toujours un peu entre la sphère privée et la sphère personnelle, qui existe déjà depuis quand même quelques temps avec le fait que les smartphones et les équipements personnels viennent injecter de la dimension personnelle et privée dans le monde du travail. Ça fait quelques années que ça se passe. Donc là, on a un phénomène d'amplification qui se passe dans l'autre sens, mais c'est un phénomène qu'on observait déjà depuis très longtemps et qui a aussi des effets positifs à certains moments, mais qui sont à aborder. Et donc, du coup, là, on a vraiment un focus sur les conditions de travail personnelles et individuelles. Quand je viens travailler, ça c'est déjà toujours le cas, je viens avec tout ce que je suis. Là, la psychologue du travail sera d'accord avec moi pour dire que même si je sépare les choses, il y a tout un tas d'événements qui m'appartiennent, qui me sont personnels, que je vais embarquer dans le travail. Mais par contre, le cadre de travail et les interactions et le rôle du management vont faire que ça peut se réguler. Avec le télétravail tel qu'on l'a vécu, notamment avec le premier confinement qui était un télétravail radical, imposé, global, c'est carrément toute ma maison que j'ai emmenée avec moi. C'est-à-dire que le monde du travail et le monde professionnel se sont complètement mélangés. Et là, du coup, il y a exposé aux yeux de tous, ou masqué comme on peut, des conditions qui sont des conditions personnelles et qui peuvent, à la liberté des travailleurs et des salariés, ne pas être exposées au reste du monde. C'est-à-dire que mes problèmes familiaux, mes relations avec mes enfants, la taille de mon appartement, l'agencement, le mobilier qui est le mien et que je choisis comme cadre de vie, ne regarde personne. Et là, maintenant, il s'est retrouvé à être une modalité
importante et un paramètre important de mes conditions de travail. Donc ça, c'est un changement qui est radical et qui pose vraiment la question dans l'intégration de cette problématique pour les entreprises potentiellement d'un creusement des inégalités et d'un grand écart qui peut s'opérer à poste égal, à qualification égale, parce que les conditions de vie vont être complètement différentes. Et c'est une interrogation qui est très profonde dans le fait même de ce qu'est une entreprise. Et au-delà de l'aménagement du poste de travail, de la mise à disposition des équipements de travail, c'est quelque chose qui est bien plus profond et qui va venir travailler bien plus radicalement l'identité de l'entreprise, la politique de l'entreprise et la responsabilité sociale, et j'en dire même sociétale de l'entreprise, dans la façon qu'elle va avoir de le travailler. Parce que l'équité que l'entreprise doit réguler au quotidien, et c'est le travail notamment des managers, mais aussi du dialogue social, en faisant en sorte que les salariés, les travailleurs d'une entreprise soient traités de manière équitable, cette équité, elle est remise en question par le fait que la sphère privée et les conditions personnelles ne peuvent plus être mises de côté dans l'aménagement. Et quand on entend des entreprises parler d'équipement des salariés pour aménager leur poste de travail, entre guillemets, à la maison, alors ça peut se passer de manière apaisée si on est dans une définition du travail de long terme. Là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vécu cette dernière année, c'est-à-dire que ça s'est imposé à nous. Mais de toute façon, l'entreprise ne va pas changer l'aménagement de la maison. L'entreprise n'a pas droit de citer sur la taille qui doit être dévolue à un espace de travail, etc. Donc ça pose énormément de questions. Et puis il y a la question aussi des conflits d'usage dans la famille. C'est-à-dire si deux personnes télétravaillent dans le même logement et ont des conditions et des consignes de télétravail ou des aménagements de télétravail de la part de l'entreprise qui sont contradictoires, qui va venir arbitrer sur ce sujet-là? C'est-à-dire que la sphère privée devient aussi une sphère sociétale où il peut y avoir des conflits d'usage qui ne regardaient pas l'entreprise au départ, mais qui maintenant vont concerner l'entreprise. Et ce qui peut poser problème aussi, de ce point de vue, je l'embarque plutôt sur un volet négatif avec ce volet des inégalités. Il y a des choses très positives à en dire aussi, mais c'est une façon d'aborder le sujet. C'est est-ce que je vais me sentir autorisé à évoquer les éléments de la sphère privée pour expliquer que les conditions qui ont été globalement acceptées par l'ensemble des salariés ne peuvent pas me convenir à moi personnellement. Et donc là, on est sur un volet de la régulation de la sphère personnelle et professionnelle qui va interroger le management de manière très forte. Déjà, il va falloir être capable de susciter le dialogue avec des salariés en confiance. Ça ne va pas être évident. Et surtout d'accepter qu'à certains moments, des situations puissent devenir potentiellement insoluble. Et ça, c'est une question qui est assez radicale. Et dans la question de savoir si le télétravail est souhaitable ou n'est pas souhaitable, et puis la question que tu posais, Manon, de savoir si tous les postes de travail sont éligibles, entre guillemets, au télétravail, et ben, en fait, cette séparation entre l'activité et la personne, qui habituellement pourrait être facile et dire, bah, en fait, cette activité, elle peut être réalisée à distance, elle n'a pas besoin de présence au bureau, et ben, dans les nouvelles modalités, ça va interroger plus globalement la situation personnelle de chacun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire cette activité est télétravaillable ou n'est pas télétravaillable. Il va falloir travailler sur la combinaison entre la personne qui travaille et l'activité pour savoir si cette combinaison est pertinente dans une modalité de télétravail ou pas, si elle est possible ou pas. Et ça va poser aussi des questions, notamment dans les politiques de recrutement des entreprises, des questions qui sont déjà depuis longtemps connues, mais qui vont se poser sous un jour nouveau, de dire quand on va proposer des modalités de télétravail sur des postes de travail, est-ce que potentiellement, on ne va pas discriminer a priori un certain nombre de candidats ou de candidates qui pourraient avoir toutes les compétences et tout ce qu'il faut pour faire cette activité-là, à l'exception de leurs conditions de vie. Ce qui était jusqu'à maintenant pas un problème qui se posait. C'est-à-dire que je pourrais très bien être un excellent candidat, mais dans l'incapacité d'accepter la modalité télétravail. Et donc là, pour l'entreprise, c'est une question à se poser parce que ça va être potentiellement se priver de talent, mais c'est aussi, d'une certaine manière, parce que ça pourrait se poser à grande échelle, être un nouveau vecteur de discrimination, c'est-à-dire en posant cette modalité de télétravail,
exclure volontairement et de manière masquée un certain nombre de travailleurs et de travailleuses d'un point de vue social, en disant ça me permettra de me débarrasser, je le dis de manière excessive et un peu cash, mais d'un certain nombre de conditions sociales dont je ne voudrais pas, parce que je sais que la modalité télétravail va être insupportable pour ces personnes. Si on le prend sur un volet extrêmement négatif. Mais en tout cas, il est intéressant d'interroger ce volet-là en disant, est-ce que la question des inégalités sociales n'est pas renouvelée par le télétravail, et est-ce que le télétravail ne peut pas être une modalité qui va creuser ces inégalités? Merci Luc. C'était juste pour plomber l'ambiance. Non, c'est très intéressant d'avoir aussi un regard comme ça qui ouvre le débat, et je vois que ça permet aussi aux différents participants de poser des questions dans le chat, donc on vous encourage parce que là, effectivement, chaque intervenant partage sa vision, mais le but est bien de dialoguer avec vous, donc merci beaucoup pour ton témoignage et les questions aussi que ça a suscité. On va maintenant aborder la dimension plutôt relationnelle, parce qu'on sait que en fait, le télétravail, il sépare les gens physiquement. Donc on peut se poser un peu la question de cet impact qu'il va y avoir sur les relations entre les différentes personnes d'une équipe. Annabelle, quelles actions et outils vous avez pu mettre en place du côté de la SNCF pour accompagner les processus de digitalisation qu'il y a eu avec ce télétravail qui s'est accéléré depuis les confinements? Alors, avant de répondre spécialement pour le télétravail qu'on a vécu subi, on avait commencé en fait la démarche de digitalisation parce que on cherchait à développer un management plus transparent en fait, et on voulait développer l'accès à l'information, développer l'intelligence collective et communiquer à distance, puisqu'en fait on a plusieurs sites, on a des équipes qui sont déjà dans ce contexte de travailler à distance, alors soit directement sur le lieu de travail, soit déjà quelques-uns en télétravail avant le confinement. Et puis on avait aussi la problématique des horaires décalés. Donc en fait, on avait commencé notre démarche d'utilisation des outils digitaux pour nous aider dans notre relation manager-équipe. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, on est nous avec Office 365 et toute la suite des outils qui sont proposés. Et donc, on a développé des usages donc, autour de différentes thématiques. Donc, pour tout ce qui est communiquer, échanger, partager, on a développé l'utilisation de Teams. Donc, aussi bien pour le côté oral, la conversation, les groupes. On utilise Planner pour tout ce qui est planification de tâches. L'utilisation du SharePoint, donc là, c'est tout ce qui est stockage dans le cloud et partage des fichiers et travailler ensemble sur des fichiers partagés. Donc, du coup, ça nous a permis de développer un autre usage qui est la collaboration, d'apprendre aussi à utiliser ce qu'on appelle les wikis. Donc, ce sont des fichiers ouverts, des OneNote ouverts sur Teams qui nous permettent d'être enrichis en live par les différents participants, mais aussi en différé. Et donc, tout ça pour développer la collaboration. On a également développé l'usage d'outils externes que sont Klaxoon et Bicast qui permettent de l'animation de brainstorming et de travailler aussi en asynchrone. On a également un autre usage qui nous a amené à développer des outils digitaux pour cette relation à distance, c'est pour piloter. Donc, c'est tout ce qui est animation d'équipe sur les résultats, donc ce qu'on appelle les managements visuels, qui jusque-là étaient en tableau blanc, qui ont basculé sur un outil interne qui permet d'utiliser et de voir de manière digitale les résultats et de le projeter sur un écran d'ordinateur ou sur des écrans tactiles. Donc en fait, on avait commencé la démarche, mais véritablement on l'a accélérée avec le confinement et notamment pour tout ce qui était les managers opérationnels qui, eux, n'avaient pas vécu ou qui n'expérimentaient pas, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible, le télétravail. Et donc, ça les a amenés à revoir leur rôle et leur façon de faire, et donc d'aller puiser dans ces outils pour pouvoir, comme je l'ai dit, communiquer, partager, collaborer, piloter leurs équipes différemment que d'être au quotidien avec leurs équipes. Et donc, dans nos actions, il y a eu d'abord l'exemplarité du comité de direction dans sa pratique. Et donc, on avait commencé un an à peu près avant le confinement et ça nous a vraiment aidé parce que la pratique avait commencé à se diffuser. Ensuite, on a fait de l'accompagnement en local, c'est-à-dire qu'on bénéficie à la fois des formations d'entreprise sur la prise en main de toutes ces applications,
mais on a eu aussi le soutien en interne au niveau de notre structure locale, avec des tutoriels, des astuces, des rendez-vous ritualisés toutes les semaines, avec une brique d'office qui était mise en avant pour permettre, et c'est toujours le cas, la prise en main par tout niveau dans l'entreprise, enfin tout niveau dans nos équipes, hein, aussi bien des managers que des équipiers. Et puis on a de la et puis dans nos actions, on a aussi doté les espaces d'écrans tactiles pour les salles de réunion pour permettre une animation différente et qui permet du coup d'être sur un écran et sur le même écran partagé avec les personnes à distance et les personnes présentes. Alors, si on se dit après confinement, qu'est-ce qu'on a eu comme action ? En fait, on a fait un REX pour comprendre un peu les besoins et les difficultés qui avaient été rencontrées pendant le confinement et pour continuer à aider et à orienter vers ces accompagnements vers les outils. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que les outils ont été compris et que les premiers, les early adopters s'y sont mis, on a eu des innovations en fait dans le travail pour mieux travailler à distance. Donc, par exemple, des managers qui jusque-là imprimaient les feuilles de présence avec les horaires et les jours, et ils les mettaient dans les bannettes, dans les casiers de chaque agent. Eh bien, d'eux-mêmes, ils se sont dit, comme ils sont à distance, comme je ne peux pas être avec eux, je ne peux pas distribuer dans les bannettes, je vais digitaliser, je vais le mettre sur un espace participatif, collaboratif. La donnée sera toujours à jour, donc, et elle sera disponible à toute heure par n'importe quel membre de l'équipe. Et donc voilà, ça a créé des émergences et des usages qu'on n'avait pas imaginés initialement, mais qui sont complètement dans ce qu'on recherche. Et ça a développé aussi le travail asynchrone, en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être présent avec son équipe ou sur les mêmes horaires de travail, puisque nous, on a des horaires décalés, pour pouvoir être ensemble et travailler ensemble. Voilà, et puis on a vu aussi du coup un usage autour de tout ce qui est Teams pour avoir des temps informels, parce que ça manque, pour faire des cafés digitaux, pour faire des repas en commun. Des icebreakers, voilà, donc des moments plus collectifs parce que justement ça manque, tout ce temps informel. Et puis une dernière action qu'on a eue au niveau du comité de direction, c'est de s'interroger en fait sur les réunions, puisque les réunions en distanciel sont devenues plus du tout les réunions, les mêmes modalités que les réunions physiques. Elles sont beaucoup plus imposées dans les agendas. On réfléchit moins à la valeur ajoutée d'organiser une réunion. On sollicite les participants sans leur avis. On fait des réunions parfois sans ordre du jour. Et les réunions durent 60 minutes pile. Et donc, comme des machines, on se déconnecte et on passe à la réunion suivante. Donc voilà, ça, c'est des réflexions qu'on a. Et on essaye de trouver des solutions par rapport à cet usage-là, d'avoir des réunions beaucoup plus adaptées justement au distanciel qui donc ne peuvent pas être des réunions de pile 60 minutes. Et il faut bien des marges de battement. Voilà, on ne peut pas être dans ce mode digital pur. Voilà pour toutes les actions qu'on a mis, en tout cas qu'on a tenté de mettre en œuvre pour faciliter l'appropriation des outils digitaux pendant le télétravail. Merci Annabelle. Clotilde, du côté de Enedis, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous est-ce que vous avez mis en place des processus pour mobiliser justement vos équipes et pouvoir conserver justement cette cohésion d'équipe justement dont on parle? Il y a votre micro qui est coupé. Voilà, c'est bon. Du coup, il y a en mode crise, la première chose qu'on a faite, c'est, comme je vous dis, hein, nous le TAD n'était pas, le télétravail n'était pas installé. Du coup, la première chose qu'on a dû faire, c'est monter tout le monde d'un niveau pour pouvoir utiliser de manière facile nos outils virtuels, notamment, nous, on n'a pas Teams encore. On utilise un Skype entreprise et tout le monde n'était pas à l'aise avec ça, faire des réunions, utiliser le tableau blanc, enfin bon, bref,
Et donc là, ça a été vraiment une mise à niveau très rapide. Donc c'est la première chose qui a été faite. Ensuite, de mettre en place aussi régulièrement par les managers un contact téléphonique avec chacun pour s'assurer que chacun allait bien et vivait bien le télétravail, parce comme ça a été expliqué, les conditions de vie sont très différentes pour chacun. Et puis, très rapidement, c'est se refixer des rites et des rythmes. Et là, malheureusement, on est arrivé un peu à un enchaînement, ce qu'expliquait Annabelle, de Conftel qui se sont enchaînés 7 jours, 7 heures dans la journée sans discontinuer, et c'était l'enfer. Mais du coup, c'était ce besoin aussi, de fait qu'on ne se voyait plus, un besoin de tout le monde, en fait, de partout, du national, des équipes elles-mêmes, de se refixer des moments de partage et d'échange. Là, maintenant, on est passé en mode croisière, hein, puisque clairement, on ne reviendra pas à zéro télétravail. Et donc là, il y a une réflexion et du national et nous aussi de se dire, du coup, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui est nécessaire en fait de garder de l'ancien temps. C'est-à-dire là, on est passé au temps moderne et du coup, il y a quand même des choses qu'on ne veut pas perdre et il y a des choses qui doivent bouger. Alors, la première chose qu'on a faite, hein, c'est une formation des managers, en tout cas dans mon équipe, sur les réunions à distance. Parce que le truc où d'habitude tu fais réunion de 3 heures en physique et du coup tu copie-colles ta réunion de 3 heures en réunion virtuelle, là ça devient l'enfer, l'animation elle est ennuyeuse, tout le monde dort, on n'arrive pas à faire participer les gens, il y a des silences gênants, voilà, c'est compliqué. Donc on a fait une formation réunion à distance, on a pour voilà, voir comment on peut les faire plus courtes, donner du rythme, solliciter les acteurs, faire des tours de table, utiliser Klaxoon, des icebreakers, voilà. Et donc comme on l'a fait en plus tous ensemble, ça nous permet aussi, quand on le fait nous-mêmes entre nous, de s'entraider sur est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on a bien appliqué. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'on a faite et je pense que c'est important et ça a déjà été dit, mais de se dire qu'on ne peut pas faire, par exemple, les réunions de la même manière que quand on les faisait en physique. Après, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il fallait encore passer encore plus de temps à donner du sens. Et à mobiliser encore plus les collaborateurs sur des enjeux communs. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un effort qu'on a à faire. C'est plus exigeant pour le management, mais de revenir, de donner du sens, de dire pourquoi on travaille, quelles sont là nos urgences, quelles sont les difficultés d'une équipe par rapport à une autre, et pour pouvoir mobiliser tout le monde. Parce qu'ils sont, en tout cas, chez nous, les collaborateurs sont sensibles à ça, mais donc il faut faire l'effort, voilà, de les informer et de les mobiliser là-dessus. Ensuite, sur les enjeux de professionnalisation, là, je parlais de comment on forme nos nouveaux. On organise en fait, du coup, une présence tournante pour assurer cette professionnalisation sur le terrain avec les bons acteurs. Donc, ça oblige à un peu plus d'organisation, mais c'est possible en l'organisant. Aussi, c'était de rapidement retrouver des moments de convivialité où on est tous ensemble et où on fait vraiment de la convivialité parce que ça fait partie quand même de l'intérêt de venir au bureau, hein, c'est d'être bien installé, certes, d'avoir peut-être une meilleure connexion, de pouvoir avoir accès à une imprimante, à un scan plus facilement et à du calme, hein, pour certains aussi, dans des conditions du coup de travail améliorées, mais aussi avoir des moments de convivialité, pouvoir discuter, partager des moments aussi. Alors là, le déjeuner, c'est compliqué en ce moment, mais voilà. Donc ça, c'est important de le réinstaurer assez rapidement parce que sinon, l'intérêt de revenir pour certains peut voilà, ne pas être aussi flagrant. Et après, on a aussi des moyens à trouver pour limiter la sollicitation des managers. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un plateau clientèle, vous voyez que votre manager est occupé, son bureau est fermé, il est en conf-tel, il fait autre chose, donc vous ne le sollicitez pas. Quand vous ne le voyez pas, constamment sur le chat, vous le sollicitez. Et ils ont 15 fenêtres de chat ouvertes. Et donc, quand on parlait de travail qui est tout le temps, de tâches entrecoupées, de multitâches, enfin, pour eux, c'est vite quand même le surmenage, hein, honnêtement. Et du coup, incapables de travailler sur un dossier. Et donc, tout se reporte post-horaire de travail de leurs collaborateurs. Et là, on en vient encore au sujet de déconnexion, empiètement sur la vie perso. Ça devient très compliqué. Donc ça, il faut vraiment qu'on y travaille pour dire, est-ce qu'on assure une permanence, on communique, c'est tel manager sur tel créneau, on se met des créneaux à ne pas déranger. Moi, les managers ont beaucoup de mal à faire ça. Hein. Beaucoup de mal à dire je ne suis pas disponible. Ça fait partie de mon travail, les décomplexer là-dessus. Après, du coup, il faut trouver des moyens
de faire travailler les gens ensemble. Alors, ça peut être à faire une animation, par exemple, prévention, sécurité, se dire, ben, tiens, je demande à 3 personnes de travailler ensemble, comme ça les oblige à se réunir, à bosser ensemble, même si c'est en virtuel, ça crée quand même des moments d'échange. Et donc, de trouver comme ça des moyens plus ou moins artificiels, mais qui produisent quand même des choses, mais pour faire travailler des petits collectifs ensemble. Et puis, la finalité, c'est quand même, puisque tout le monde a des besoins différents, des envies différentes, des façons de le vivre différentes, c'est à un moment arriver tous ensemble, managers et collaborateurs, à co-construire une charte de fonctionnement qui doit être propre à chaque équipe. Moi, je ne demande pas un truc la même pour tout le monde, mais qui doit être propre à chaque équipe, de se dire quelles règles de fonctionnement on se donne, quelles règles de vie, quelles règles d'hygiène, on se donne tous ensemble pour bien vivre tous ensemble ce télétravail. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment la finalité et la maturité des équipes. Merci Clotilde. Effectivement, le télétravail questionne les dynamiques de collaboration. Et justement, on peut, Julie, toi c'est l'un des thèmes de recherche un de tes thèmes de prédilection. Donc, en quoi l'utilisation du poste de travail, elle peut justement en fait questionner ces dynamiques de collaborative au travail? Oui, merci beaucoup. Alors, on a déjà dit énormément de choses ce soir. Ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir sur les points saillants ou non pas de proposer un résumé, mais de remettre certains mots, certains concepts en fait sur justement ce que ça vient challenger dans nos pratiques, dans nos valeurs, dans nos conceptions. Donc, si on part de ce constat au départ, que voilà, on ne va plus au travail, mais on continue de travailler. Donc, finalement, c'est quoi le travail? Qu'est-ce qui fait travail? Je pense que le premier point qu'on a très bien, encore une fois, illustré ce soir, c'est qu'il faut considérer le travail dans son acception la plus large, c'est-à-dire la zone professionnelle et non professionnelle. Élever les enfants, si on reprend les conceptions... mon collègue Pierre-Yves Gomez à l'EM Lyon en parle extrêmement bien, c'est-à-dire que élever les enfants, faire la vaisselle, c'est aussi le travail en fait. Et on remet tout ça finalement dans le même panier. Donc c'est problématique parce que les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont brouillées, mais c'est aussi l'opportunité de réconcilier un petit peu notre dimension humaine et d'arrêter avec certains faux semblants qui feraient qu'on serait... des robots bien huilés dans notre activité de travail, sur notre lieu de travail et dans notre temps de travail, et puis des êtres de chair, de plaisir, seulement au domicile, qui serait le lieu premier. Donc ça, c'est la première chose. La conséquence de ça, c'est que donc on assiste en fait à 3 ruptures majeures dans l'unité qui caractérisait le monde du travail d'hier. Je vais vite, je fais des caricatures, hein, mais ça permet de repositionner un petit peu l'ensemble des discussions. Donc, le cas qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le télétravail confiné, intensif, imposé à tous, ou en tout cas au maximum de ceux qui sont télétravaillables, ça vient remettre complètement en question le fait qu'avant, on se rendait au bureau de telle heure à telle heure pour faire une chose avec certaines personnes et à côté d'autres personnes. Et là, effectivement, on a de l'asynchronicité qui arrive, on a un domicile pas du tout adapté à l'activité de travail et tous les aléas qui vont avec, qui se substituent. Et puis, peut-être dire aussi que je dis un cas de télétravail extrême, et en fait, on n'est pas dans du télétravail. Si on s'en réfère à la littérature, on est plutôt face à un cas de passage à des équipes virtuelles. Parce que dans le télétravail, normalement, il y a une majorité de personnes, ou en tout cas un noyau dur, qui, lui, est bien présent au bureau, qui, lui, est bien joignable à certaines heures de manière identifiée. Et là, c'est en fait chacun qui est isolé chez soi, distribué, et ça se prolonge dans le temps, et c'est ce qui vient poser souci. Donc en fait, là je vais plutôt me référer aux travaux de mon collègue Laurent Tasquin, qui lui parle d'un processus de déspatialisation. Donc il n'y a pas que la distance physique qui pose problème dans toutes les relations au travail dont on discute ce soir. Il y a aussi toute cette
ce rapport évidemment émotionnel et social qui vient sur le long terme, quand la situation se prolonge, mettre en danger la compréhension immédiate au sein d'une équipe, l'instauration et le maintien de la confiance, d'un sentiment d'appartenance, de la relation, de la reconnaissance au travail, qui est donc la conséquence de cet éloignement les uns les autres dans des lieux distribués. Donc ça pose en fait deux enjeux qui sont finalement différents. On en parle en même temps, de manière mêlée, mais les réponses sont probablement à apporter sur deux niveaux différents. C'est-à-dire qu'on doit en même temps apprendre à gérer une équipe virtuelle, donc si je le remplace au terme de télétravail, en tout cas à distance, et il faut se soucier de comment maintenir le sentiment d'appartenance et la cohésion au sein d'une équipe, au sein d'une organisation et à un objectif commun qui donc fédère les groupes et s'assure qu'on avance dans la même direction. Sinon, on est dans un risque de déshumanisation, de montée de l'individualisme, etc., qui sont effectivement très dangereux. Et ça, en fait, ça renvoie peut-être à une autre distinction. Si je reviens à la question de comment gérer ou quel impact sur les dynamiques collaboratives, ben c'est qu'en fait, il faut dissocier, et là je reprends les propos d'Yves Clos, il faut peut-être dissocier le travail collectif des collectifs de travail. En fait, quand on pense comment gérer une équipe, on pense à comment favoriser cette collaboration, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, sous un mode complètement nouveau et propre à l'univers numérique. Il n'est pas question de reproduire, ça ne marche pas. Les cours en sont le meilleur exemple. Hein. Si on essaye de reproduire exactement ce qui se passe dans le monde physique derrière des écrans. Donc, le travail collectif, c'est comment est-ce qu'on atteint ensemble un objectif commun. Et là, oui, il faut toucher à des outils de collaboration. Mais par contre, quand on se pose la question du sens, quand on se pose la question du collectif du travail, c'est-à-dire l'ensemble de ressources, évidemment en premier plan des ressources humaines, qui sont celles vers lesquelles je vais me tourner, dans lesquelles je vais aller puiser pour mener moi mon projet. Et un collectif de travail ne fonctionne pas nécessairement en travail collectif. Et ça, c'est très important. Donc la question du collectif de travail, elle pose la question de la solidarité, elle pose la question de la motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin hein, et que ça va bien se passer. Donc c'est une autre façon de repositionner le bien-être. Et donc, pour finir et ne pas trop dépasser le temps sur ce point-là, je dirais que la meilleure façon justement de susciter cet engagement-là et de reconsidérer que le collectif de travail est peut-être le premier avantage concurrentiel d'une entreprise, bien plus que certaines positions, enfin plus liées à des postures industrielles, économiques, financières, etc., pour renforcer ces collectifs de travail et susciter l'engagement, et bien s'inspirer des communautés virtuelles, des équipes virtuelles qui fonctionnent bien. Donc dans le monde du digital, de l'open source, c'est peut-être la meilleure façon d'aller chercher justement les pratiques qui pourraient inspirer tous ces nouveaux collectifs et organisations qui se retrouvent dans ces configurations-là. Donc comment est-ce qu'on fonctionne en réseau, comment est-ce qu'on fonctionne de manière distribuée, parce que ça a l'air désorganisé, ça a l'air d'être le bazar. Si on prend la communauté des makers, par exemple, que je connais bien, qui ont réussi à produire des milliers d'unités d'objets de protection pour contribuer à leur manière le plus vite possible à la crise sanitaire. En fait, derrière ce bazar apparent, il y a un vrai modèle d'organisation, mais selon des principes très différents du modèle hiérarchique et cloisonné qui reste malgré tout dominant dans la plupart de nos organisations. Merci beaucoup, Julie. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est le triptyque que tu mentionnais sur le fait qu'il y ait à la fois l'activité, le lieu et la dimension temporelle, et que de manière générale, en fait, ça a un impact sur la question de l'organisation du travail. Donc, Elsa, je sais que c'est un champ aussi que tu étudies et sur lequel tu peux nous éclaircir davantage. Est-ce que, en fait, de quelle manière le télétravail impacte-t-il cette organisation ? Ouais.
Alors, pareil, hein, il y a déjà plusieurs pistes qui ont été citées. Effectivement, je pense que ça pose des questions en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a des changements technologiques multiples et finalement, les compétences, elles deviennent vite obsolètes. Donc la question, c'est comment on accompagne ces transitions. Il y a eu aussi la question de l'accompagnement du management, des managers, comment les aider à trouver leur place. Et là, je rejoins complètement Luc. Il faut vraiment mettre en lien avec l'activité des opérateurs. Je pense à une thèse de Pauline Crouzat en psychologie du travail et en ergonomie, qui justement se questionne un peu de comment on peut être manager à distance, notamment quand les équipes sont complètement éparpillées dans le monde entier. La question de l'identité de l'entreprise, Clotilde l'a bien dit, comment on crée cette identité-là, comment on crée des espaces informels. Moi, la question qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de la formation par ses pairs. Aujourd'hui, on a une multitude de MOOC, de formations en ligne, mais il n'y a pas tant de confrontation entre les pairs, alors qu'on sait que l'apprentissage, c'est justement parce qu'on échange des trucs et astuces, des règles de métier. Et là, en fait, il n'y a plus rien. On a 15 minutes d'échange à chaque fois, ou alors on va évaluer la satisfaction des formations. Évidemment, il y a aussi la question de l'intégration des nouvelles recrues, ce qui me paraît extrêmement difficile de le faire virtuellement. La question de la prévention de la santé et de la qualité de vie au travail, j'en ai parlé tout à l'heure, les questions de risques psychosociaux, d'addiction, etc. Notamment, si les préventeurs n'ont plus accès aux situations de travail, comment demain on va faire de la prévention? Et puis, ça a été aussi questionné, mais tout ce qui est lié à l'enjeu, aux enjeux autour du sens, qu'est-ce qu'on vient faire en entreprise? Durant le confinement, il y a beaucoup de salariés qui ont découvert, qui ont aimé le télétravail. En parallèle, le télétravail arrange de nombreuses entreprises en termes de réduction de coûts immobiliers. Et le travail n'est plus structuré finalement autour de la notion d'espace et de temps. On observe une multilocalisation alors croissante chez soi, en coworking, en flex office, et ça introduit une rupture importante. Quand je vais au bureau, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire de particulier? L'entreprise n'est plus forcément du coup le lieu de production standard. Et la question, il me semble qu'il faut qu'on ait aujourd'hui et prochainement, c'est qu'est-ce que les salariés ont envie de faire en entreprise et comment les accompagner au mieux. Il me semble que une des pistes serait autour de la créativité et du travail collectif, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble, l'envie de travailler ensemble. Et du coup, peut-être qu'on peut se positionner dans ce cadre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre le temps de penser l'activité. Aujourd'hui, on observe un manque important d'anticipation, notamment dû à la crise, mais il n'y a pas eu d'analyse de l'activité. On a mis des outils pour répondre à l'urgence, mais on n'a pas du tout analysé le poste, les besoins, etc. Et les empêchements aussi, durant la première vague, on en a vu de nombreux empêchements. Donc, je vais reprendre un peu le concept de Danielou, qui dit que finalement, il faut laisser aux salariés le temps de pouvoir penser, de pouvoir débattre, de pouvoir agir vis-à-vis de sa situation de travail. Et là, en fait, je pense qu'il faut qu'on laisse le temps aux opérateurs de trouver comment réguler, d'identifier les trucs et astuces pour justement déjouer les limites du télétravail. Et ce temps laissé, il sera, à mon avis, forcément au service de la créativité, de l'innovation et donc de la productivité pour les entreprises et la santé des opérateurs. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en voulant mettre absolument des dispositifs, des formations, etc. Il faut aussi faire confiance aux opérateurs parce que c'est eux qui savent. Nous, on est juste là pour les accompagner, il me semble. Voilà. Merci beaucoup Elsa, et c'est vrai que j'aime beaucoup ton analyse. C'est vrai qu'il y a cette idée d'accompagnement aussi de l'entreprise par rapport aux collaborateurs, et j'ai vu que dans le chat, il y avait énormément de retours sur cette question de la responsabilité de l'entreprise. Quel accompagnement proposer? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté justement d'accompagner les travailleurs ou non? Et je pense qu'on aura l'occasion justement d'en discuter juste après. Donc Julie, je ne sais pas si tu as des éléments autres à spécifier sur le fait que le télétravail et la digitalisation de manière générale soient des opportunités justement pour imaginer de nouvelles formes d'organisation spatiale du travail. Elsa l'a dit juste avant, on sait que ça questionne cette question d'ancrage. Et toi, il me semble que c'est une question qui anime ta recherche également.
Oui, bah, tout à fait. On est très alignés après, et c'est ça le momentum qui est intéressant, je pense, à cette période-là de la crise ou des crises que nous vivons, c'est de voir cette convergence d'expériences voilà, est retranscrite avec des termes différents et des prismes qui varient en fonction de nos origines. Mais le constat est unanime, donc c'est une bonne chose pour se dire qu'on va pouvoir ensuite se mettre en mouvement. Donc moi, si je le reformule de ma fenêtre et si je poursuis ce que je disais juste avant, je pense que c'est vraiment effectivement l'occasion de réfléchir et de se permettre une respatialisation du travail au sens élargi. Donc ça veut dire de réinventer un cadre spatio-temporel qui prenne en compte ces évolutions et tous les retours, les apprentissages qu'on commence à en faire. Donc pour moi, ce serait l'occasion de dire peut-être deux choses. Et là encore, je m'appuie sur tout ce qui a été tous les témoignages de ce soir. De dire que en fait, c'est l'occasion de repenser, oui, l'espace, le bureau, l'espace secondaire, là où on se rend pour réaliser son activité de travail, de le repenser vraiment du point de vue de l'utilisateur, du point de vue du travailleur. Donc, on a parlé de laisser les gens s'organiser, etc., mais donc de poser la question, et je reprends les modèles ZA il y a deux secondes, que l'entreprise physique, donc l'incarnation physique et le bureau de l'entreprise, enfin le bureau, ça peut être un lieu de vente, ça peut être une chaîne de production, etc. Mais de se reposer la question de pour y faire quoi, le transformer en un vrai lieu de collaboration, avec qui et effectivement dans quelle séquence, de quelle manière. Mais donc de partir du terrain, des usages et des usages à venir plutôt que de la logique de contrôle descendante qui est en fait un ensemble de peurs. On parlait de cette tension entre la visibilité et la présence sur place ou derrière un écran qui est particulièrement vivace en ce moment. Donc, voilà, repenser le bureau et qu'est-ce qui peut faire bureau du point de vue du travailleur dans toute sa spécificité et son particularisme. Le deuxième point, c'est aussi de saluer le fait que justement cette accélération de la digitalisation remet en fait sur le devant de la scène le fait que l'espace de travail et l'espace physique notamment est un levier complètement oublié du management en réalité et vient voilà, nous heurter avec ce constat qu'on a été jusque-là très passif, avec une tendance à prendre l'environnement de travail, donc physique et social, comme une donnée de l'environnement sur lequel on ne peut pas agir, alors que depuis longtemps, et la tradition française est particulièrement prolixe en la matière, de dire que l'espace n'est pas neutre, c'est pas juste un container, c'est au contraire un terrain de jeu dont il faut se servir et qui va influencer et qu'on peut influencer pour réaliser justement ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire dans une configuration très spéciale, donc de manière ancrée, de manière située. Donc c'est l'occasion de vraiment réenchanter l'expérience du bureau, si on veut le voir de manière positive, et de se dire comment est-ce qu'on peut, chacun à son niveau, devenir proactif sur cette dimension-là qu'on n'avait pas dans sa ligne de mire, dans sa boîte d'outils ou dans son champ d'action. Dernière idée sur laquelle quand même je voudrais conclure ma dernière prise de parole, ce serait sur cette idée comment on transforme l'entreprise parce qu'elle ne va pas disparaître. À l'heure d'aujourd'hui, c'est comme quand on disait que les distances, ou que l'Internet abolirait le monde des organisations. Là, c'est pareil. La digitalisation, le télétravail augmenté ne va pas faire disparaître le bureau du jour au lendemain. On va plutôt aller, selon moi, vers
des stratégies de gestion du temps et d'espace un peu différentes. Alors, en termes de gestion du temps, je citais Laurent Tasquin tout à l'heure, lui, par exemple, préconise un scénario où on pourrait finalement lisser les périodes d'absence et de présence, faire que tout le monde soit absent et présent sur son lieu de travail sur les mêmes journées, donc revenir à du télétravail un peu classique, mais en limitant les casse-têtes de l'organisation justement des réunions. Parce que le pire, on le sait bien aujourd'hui, ce qu'on gère le plus mal, c'est l'hybride, hein, c'est de faire en même temps du présentiel et du distanciel. Donc ça fait partie. Et puis ça rouvre la question de la semaine de 4 jours, etc. Je pourrais aussi dire que ça pose la question du revenu universel. Donc c'est vraiment un enjeu de société très très large de notre rapport au travail dans toutes ses dimensions. Et en termes d'espace, alors j'ai vu dans le chat beaucoup de commentaires sur les espaces de coworking, les tiers-lieux, et je crois que ça c'est une autre type de tactique qui est en train de se mettre en place et que les entreprises prennent de mieux en mieux en compte, c'est-à-dire d'aller vers une logique de portefeuille de bureau. Bureau étant entendu comme lieu où on peut réaliser son activité de travail. Donc ça peut être dans l'entreprise, dans différents endroits de l'entreprise, encore une fois en fonction de avec qui on est amené à travailler et pourquoi faire. Ça peut être à la maison, ça peut être dans un espace de travail partagé, dans un slow café, ça peut être en mouvement et dans un temps différé quand on est plus nomade, quand on change très fréquemment d'endroit, etc. Et ça ouvre vers des scénarios du futur du travail qui nous emmènent beaucoup plus loin. Alors peut-être pour une révolution à moyen terme, hein, mais qui cette décomplexion, excusez-moi, le fait que la digitalisation a décomplexé un certain nombre d'individus et de collectifs à changer ces méthodes de travail, et ben dans cette logique de multiples lieux de travail possibles, on a aussi une acception qui est en train de s'affirmer sur des trajectoires en fait professionnelles beaucoup plus éclatées. Des trajectoires individuelles comme collectives, hein, plus fragmentées et qui laissent la place à la pluriactivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste mélanger le nombre de... C'est ce sur quoi j'avais ouvert tout à l'heure. On ne va pas juste dire qu'entre deux réunions, je vais aller travailler dans un café avant de faire rencontrer mon client dans ses locaux et puis de prendre un train. On le faisait déjà avant. Mais on peut imaginer beaucoup plus facilement, même si le saut n'est, lui, pas facile à faire, de venir combiner dans une même semaine peut-être un engagement en tant que salarié dans un grand groupe, puis une activité d'indépendant sur 1 ou 2 jours, comme un engagement bénévole régulier dans une association, une ONG, en plus de notre vie familiale, sociale, etc. Donc, ces multicasquettes qui peuvent probablement, encore une fois, élargir notre rapport au travail, à sa normalité, à sa reconnaissance par la société et à ce qui va venir nourrir l'individu pour son développement, pour qu'il grandisse lui-même. Merci Julie. On va justement rebondir pour conclure avec Luc sur cette question de la reconnaissance. Après, on pourra passer justement aux échanges avec les questions que vous avez pu poser dans le chat. Luc, du coup, rapidement, quelle reconnaissance du coup pour le travail effectué quand ce dernier est digitalisé, quand le travail est à distance? La dernière remarque de Julie est très éclairante parce qu'il y a un éclatement dans un modèle comme elle l'évoquait de l'identité professionnelle qui est plus lié à un métier ou à un collectif de travail, mais qui peut être très très diverse. Il reste aussi d'avoir, là c'est peut-être plus du registre d'Elsa, mais aussi un écrasement de cette responsabilité d'être le seul dépositaire de son identité professionnelle. Parce que quand je suis éclaté dans plein de choses différentes, c'est à moi d'opérer cette visibilité-là. Moi, ce qui me semblerait intéressant de voir, c'est en creux, dans l'événement du confinement généralisé, un certain nombre de choses. On a beaucoup glosé sur le travail essentiel, les emplois qui ne pouvaient pas être télétravaillés et qui étaient devenus essentiels à tout le monde parce qu'on ne pouvait plus s'en passer quotidiennement. Ces emplois, ils sont intéressants parce qu'en fait, la plupart de ceux-ci sont des emplois qui ont résisté à une prescription
du monde du travail, si je veux reprendre aussi la distinction entre le travail prescrit et le travail réel d'Yves Clos, c'est les bouts de chaîne, en fait, tout ce qu'on n'a pas réussi à digitaliser, parce qu'on a beaucoup dit qu'on allait se débarrasser des hôtesses de caisse dans les supermarchés, et on continue encore un peu à le dire, puis du jour au lendemain, on se rend compte que ces processus-là, ils ne sont pas digitalisables à l'extrême, et qu'en plus, on a besoin des gens qui sont présents. Mais à l'inverse, il faut qu'on se pose la question sur tout ce qui peut être télétravaillable, qu'on n'écrase pas de prescriptions, notamment dans l'organisation du télétravail, qu'on n'écrase pas de prescriptions les gens. Et moi, je suis tout à fait en phase avec ce que disait Elsa en disant il faut laisser du temps, il faut prendre du temps, parce que si on vient voir travailler les gens, on se rend compte à quel point l'intelligence, elle est justement pas dans l'adaptation à la situation de travail, mais dans la maîtrise de la nouvelle situation de travail. Ça s'opère dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas l'année 2020 qui va permettre la redéfinition des identités de travail, mais il sera très très intéressant de voir comment ça va se travailler progressivement, de voir comment on fait le télétravail à sa main. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le remettre sous l'angle de la modalité, et une modalité qu'il ne faut pas subir en s'y adaptant, mais qu'il faut maîtriser en l'appréhendant et en la travaillant en fonction de ses propres situations. Et je pense qu'il serait urgent de vraiment aller voir comment ça se passe. Et là, on a un nouveau champ de recherche qui s'opère, c'est-à-dire l'observation des situations de travail à la maison. Ça, c'est un champ qui est assez nouveau, qui est très connu des travailleurs à domicile, mais qui, elles et eux, sont aussi très, très malmenés dans le monde du travail. C'est-à-dire que si on prend les assistantes maternelles, par exemple, qui ont fait de leur lieu de travail, leur maison, leur lieu de travail au quotidien, je sais ce que c'est, parce que mon propre appartement est un lieu de travail pour ma femme dans ce cadre-là. Donc, c'est un sujet qu'on voit, alors qu'il peut y avoir des conflits d'usage quand le conjoint ou la conjointe vient travailler en complément. Mais il y a aussi tous les gens qui sont des travailleurs à domicile et pour lesquels le monde du travail a eu du mal et a encore énormément de mal à valoriser ces activités-là qui ont un modèle marchand qui est complexe. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup à travailler sur ce volet de l'identité de la maison comme lieu de travail, et que là, il serait important de tester des choses, c'est-à-dire peut-être de sortir du discours général sur le télétravail, parce que ça fait des mois et des mois qu'on produit énormément de discours sur cette notion-là, pas forcément de manière très sérieuse tout le temps, de manière très sincère, mais pas forcément toujours sérieuse, et en disant, allons voir comment ça se passe, et refusons un discours qui soit généraliste, pour outiller notamment les télétravailleurs et les télétravailleuses dans l'évaluation de leurs conditions de travail et l'impact sur leur travail. Et je pense qu'il faut vraiment reparler du travail et du contenu du travail pour pas que la modalité télétravail devienne un écran de fumée sur le travail qui est réalisé, et pouvoir se poser des vraies questions, notamment sur le fait que ça peut paraître anodin, mais le fait de devoir masquer sa caméra, de cacher sa caméra quand on ne peut pas assumer ces conditions réelles de travail, ça dit quelque chose, ça masque quelque chose du côté laborieux de l'activité. Et de se dire que la même productivité peut être atteinte de manière très très différente maintenant de la part de deux individus différents qui font le même travail parce que leurs conditions de travail sont différentes. Donc le discours généraliste sur ça, il tient pas longtemps. Il est important pour cadrer d'un point de vue sociétal sur ce qu'on a envie de faire ou pas, du point de vue de la politique de l'entreprise pour essayer de se poser des repères, mais il ne faut pas être prescriptif. Par contre, ce qu'il faut, et ça c'est quelque chose sans doute de neuf, c'est qu'il faut outiller les travailleurs et les travailleuses à évaluer leurs conditions de travail personnelles, notamment pour apprécier la faisabilité de leur travail. On ne va pas demander à l'entreprise de venir se mêler de la sphère privée, ce n'est pas de son registre. Par contre, on peut demander à l'entreprise, et moi je serais très partisan qu'on lance quelque chose dans le cadre de ce futur du travail pour expérimenter des choses avec celles et ceux qui le veulent. Nous, on a créé un modèle d'évaluation des conditions de travail à destination des entreprises. On peut très bien essayer de le proposer à destination des salariés pour évaluer leurs conditions personnelles de travail, pour voir l'impact que ça a. Remettre le travail à sa bonne place en redéfinissant mieux le contexte de travail pour se dire, est-ce que ce travail, qui est mon travail, qui est mon identité professionnelle, il est ou pas modifié durablement de manière positive ou de manière négative, et dans quel registre. Et puis pour la sphère managériale, c'est un vrai défi pour les entreprises, c'est de voir à quel point le travail managérial a été complètement transformé. C'est-à-dire qu'on abordait le télétravail sous l'angle du contrôle, et en disant « oulala, on a peur que les salariés se mettent à plus rien faire du tout quand ils sont en télétravail parce qu'on ne peut pas les surveiller ». La surveillance, c'est microscopique
dans l'activité managériale quotidienne. Et là aussi, quand on est dans cette défiance sur le volet du contrôle, c'est qu'on est dans une méconnaissance de la pratique quotidienne du management. Et alors, je peux en témoigner, moi, sur une petite équipe, et je vois l'écart avec ce qui a pu se passer avant, mais c'est vrai pour beaucoup de personnes, le management personnel et interpersonnel prend une place qui devient colossale, parce que l'activité distancielle devient très handicapante pour un certain nombre de mises en relation et de remédiation directes, et qui sont l'essence même de l'activité managériale, qui est une activité d'ordonnancement, de mise en relation et de mise en rythme du travail collectif. Donc là, il y a énormément aussi à faire dans l'observation concrète de ces situations. Et là, pour l'instant, je pense que c'est parce qu'on est un petit peu tôt dans la période, mais il y a un vrai travail de recherche appliquée à faire avec les entreprises, en impliquant les salariés de manière complètement inédite et en les outillant pour qu'ils puissent eux-mêmes témoigner de leurs conditions de travail de manière objective et dépassionnée. Et c'est à ce titre-là qu'on arrivera aussi à voir l'impact sur l'identité professionnelle. Et puis un dernier sujet qui a été abordé notamment par Julie, mais qui est important, c'est sur la notion même d'entreprise. Est-ce que l'entreprise, si on prend le terme de workplace qui avait été évoqué au départ, est-ce que c'est juste la juxtaposition du travail et du lieu de travail? Le projet, c'est quand même d'abord le fait que des personnes qui décident de produire quelque chose font le constat et font le souhait qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Et ça devient, une entreprise, c'est par nature un projet collectif, et c'est un travail de dépossession de la part des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise de leur projet initial pour en faire une œuvre collective. Et cette dimension-là, elle est complètement challengée par le télétravail, et il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on ne voit peut-être pas de ce qui est en train de se diluer dans l'identité de l'entreprise même, qui est la co-construction permanente dans les interactions, dans les contradictions, dans les conflits aussi, pas que dans les choses positives. Il ne s'agit pas juste de faire adhérer au projet de l'entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ça, de se dire, quand on a une vaporisation comme ça de l'effectif dans l'espace et dans le temps, est-ce que ce travail collectif qui fait l'entreprise en tant que projet, en tant qu'identité, et qui n'est pas juste la juxtaposition encore de la production et des conditions de travail. Qu'est-ce qu'il en reste? Là, on est peut-être encore un peu tôt, mais c'est un vrai sujet à investiguer sur le volet de l'identité collective dans le travail. Là aussi, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas généraliser, mais c'est de faire un travail, et je pense que c'est un vrai défi pour tous les chefs d'entreprise et pour toutes les entreprises, de dire, il faut qu'on assume ça pour nous-mêmes, ne pas attendre des chercheurs de produire de la pensée globale, mais travailler avec des équipes de recherche aussi sans doute, mais travailler de l'intérieur et en impliquant les salariés sur qu'est-ce qui est en train vraiment de se transformer dans notre identité de travail. Voilà, je ne veux pas faire plus long. En tout cas, c'est aussi un appel à collaboration en disant Tuba est le lieu rêvé pour faire ça, puisque c'est vous qui organisez ça. Expérimentons ensemble, outillons les gens et essayons de travailler sur qu'est-ce qui change vraiment concrètement en allant voir le travail, observer le travail, le décrire avant de l'analyser et de produire du discours. Merci beaucoup, Luc, et je pense que ton discours a eu un écho justement chez les participants, parce qu'il y a Anne, notamment de SNCF, qui a parlé du fait qu'ils étaient d'accord sur l'idée d'auto-évaluation des conditions de travail et qu'il y avait peut-être une difficulté de mise en place. Mais du coup, maintenant, vous savez que c'est des réflexions qui sont partagées par d'autres acteurs. Donc, on va passer au temps de questions-réponses. L'idée, c'est d'en sélectionner certaines parce que vous avez énormément échangé dans le chat. Donc, mon ordinateur a du mal à remonter. La première question qui a été posée, qui est annexe à ce sujet du futur du travail, elle a été posée par Éléonore qui vous disait, je ne vous ai pas entendu parler de souveraineté numérique. Vous intéressez-vous à l'origine et à la transparence des outils numériques que vous utilisez? Donc j'imagine notamment que SNCF et Enedis, vous avez un regard sur cette question.
Oui, alors je peux répondre pour Enedis rapidement parce que en effet, nous on a surtout beaucoup de pare-feu et beaucoup de contraintes liées à la cybersécurité. Et donc, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser Zoom, hein, c'est quelque chose qui est interdit dans notre entreprise. Et donc, la seule chose qu'on a le droit d'utiliser en toute sécurité, hein, ce qu'on a eu le droit d'utiliser, c'était notamment donc le Skype Entreprise, qui est notre outil classique bien verrouillé. Et il faut avouer que beaucoup, enfin, ça nous a quand même pas mal manqué de ne pas avoir justement d'outils un peu virtuels pour des réunions collectives et d'animation. Mais voilà, c'était lié aussi à des contraintes, comme ça nous est arrivé un peu par surprise, voilà, des contraintes aussi, notamment liées à la cybersécurité. D'accord, merci beaucoup pour ce retour. Dans le chat, certains disent aussi qu'à la SNCF, certains outils sont interdits. Il y avait une On peut question. toujours essayer d'interdire, hein. Vous n'empêcherez pas l'usage. C'est Voilà. ça, il y a il y a des moyens de Ah, hacker. en fait, il y avait la souveraineté numérique aussi, c'est un autre sujet, notamment par rapport au cloud, etc. Donc, je ne sais pas si c'était ça qui était sous-entendu, mais qui serait toujours abordé ici. Ouais, je pense que c'est un autre sujet aussi, mais qui est très intéressant, donc qui peut Mmh. ouvrir aussi un autre échange et un autre meet-up, qui sait. Je sais que c'est dans les tuyaux pour l'année prochaine chez nous, de la même manière qu'on avait abordé des sujets actuels et de l'identité numérique, on va continuer sur la souveraineté numérique. Donc, si jamais ça vous intéresse. Parfait. Parfait. Donc, il y a plusieurs retours qui allaient dans le même sens en disant que c'était aux organisations donc, de s'adapter au mieux en mettant en avant l'objectif premier de l'entreprise et voir comment il était possible d'atteindre ces objectifs en retirant le meilleur des collaborateurs. Donc là, ça veut dire qu'il y a une responsabilité effectivement de l'entreprise. Et face à ça, Valérie demandait si justement l'entreprise se souciait-elle réellement des conditions pratiques de télétravail ou se satisfaisait-elle juste des résultats, donc d'une performance égale du travail. Donc c'est une question un peu polémique, mais c'est le but aussi de ce chat. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à dire avec son regard d'entreprise? Oui, enfin, moi, je peux répondre là-dessus parce que, alors, déjà de manière très pragmatique, hein, ça a été expliqué hein, dans les débats, les conditions de travail à domicile ont un impact sur la santé du salarié. Donc, moi, j'ai eu dans mon équipe un arrêt pour mal au dos parce que la personne était mal installée chez elle. Donc, du coup, et comme en effet, on ne peut pas tellement vérifier les conditions de travail, on est obligé de faire aussi beaucoup de prévention là-dessus. Et donc, rien que pour cette raison pragmatique de dire si les gens ne sont pas bien installés, on peut avoir des arrêts de travail, bien sûr que l'entreprise s'y intéresse. Et donc, après, ce qui est difficile, c'est qu'on rentre dans une sphère privée et donc dans quelle mesure on peut prescrire, dans quelle mesure on peut vérifier. Et donc, la limite, elle est un peu là. Nous, je sais qu'à Enedis, on a un accord et du coup, il y a une allocation financière pour pouvoir à la personne de s'équiper, qu'elle puisse acheter soit un grand écran, soit un fauteuil de bureau, etc. Mais on ne peut pas garantir qu'elle utilise cet argent pour le faire. Donc, c'est touchy comme sujet parce que oui, l'entreprise s'y intéresse, mais elle est un peu limitée dans ses moyens après de contrôle, entre guillemets, pour s'assurer que la personne est en bien-être. Tout à fait, et ça va dans le sens justement du commentaire de Lionel qui parlait sur comment remarquer et détecter les signaux faibles justement chez les salariés. Et en fait, il rebondissait à la question de l'inégalité du télétravail et notamment tout ce que disait Luc sur le fait qu'on n'a pas le même cadre et conditions de lieu de travail quand on est tous chez nous. Et il expliquait qu'une des solutions pouvait justement être de couper la caméra pour ignorer, on va dire, tout l'environnement qu'il y a autour de la personne, mais que ça pouvait poser des problèmes en termes de gestion d'équipe, en termes de contact entre les collaborateurs, les travailleurs, et surtout en termes de détection effectivement de signaux faibles que vous avez abordés. Il y a une question aussi qui a été soulevée assez souvent, c'était une remarque tout d'abord qui était sur le fait que le télétravail pouvait être facilement associé dans le discours au travail à la maison. Et est-ce que le télétravail ne pouvait pas justement
être également envisagé dans des lieux tiers, donc dans des tiers-lieux, pas forcément chez soi. Est-ce que certains d'entre vous ont des éclairages sur cette question? Alors, côté SNCF, il y a des démarches qui ont été engagées, mais avant le confinement, de réflexion globale sur le télétravail avec des lieux qui sont des lieux SNCF, mais qui permettent d'être bilocalisés et donc d'avoir un local plus proche parce qu'il y a une gare plus proche de chez soi qui, du coup, peut accueillir des bureaux. C'est pas du tout généralisé et clairement, on l'a commencé à le voir comme remontée au sein des équipes de nous demander de réfléchir sur d'autres lieux qui ne seraient pas forcément chez eux parce que, comme on l'a évoqué, c'est pas toujours le meilleur lieu pour travailler. Et donc, effectivement, ça ouvre des réflexions sur des lieux qui seraient des lieux entreprises, mais qui ne seraient pas le lieu de prise de service, on va dire, habituel. Donc, effectivement, c'est des pistes qui sont envisagées. Alors, chez Enedis, c'est déjà prévu en fait dans notre accord de travail à distance. On a le choix entre travail à domicile, travail en espace de coworking et travail sur un site délocalisé. Dans les faits, la très grande majorité choisit le travail à domicile et quelques-uns choisissent le travail en délocalisé, c'est-à-dire que ça permet, comme à la SNCF, on a pas mal de sites sur tout le territoire et donc ils vont sur un site plus proche de leur lieu d'habitation. Donc, ils gagnent en temps de trajet, par exemple. Mais pour autant, ils ont envie d'être dans un collectif, d'être bien installés, d'avoir une bonne connexion. Donc, mais la très grande majorité choisit le travail à domicile, même si les deux autres possibilités sont ouvertes. Je vais juste compléter. Nous, on a beaucoup perdu par rapport à la clientèle business qui ne fait plus de mobilité de par la situation. Et on estime que le retour à la normale va être très compliqué de ce point de vue-là. Parce qu'il y a vraiment une balance entre... est-ce que ça vaut le coup que je monte à Paris pour faire une réunion de 2 heures? Non, maintenant on fait tous des visios. Donc on estime qu'il va y avoir une certaine perte. D'un autre côté, on a 3000 gares en France. Donc autant de lieux potentiels, de tiers-lieux pour accueillir les collaborateurs SNCF, mais bien sûr d'autres. Et alors, j'exagère un peu, mais dans l'imaginaire, il y a l'église, la mairie et puis la gare, quoi. Et donc un lieu aussi, c'est important en termes de territoire et ça peut reconfigurer. Et je pense que oui, pour le groupe, il y a aussi un business à créer, quoi, tout simplement. Pas tout de suite, hein. On va attendre un petit peu et tout, mais voilà, en tout cas, c'est... Mais pour nos collaborateurs et puis pour d'autres, quoi. Et je pense que l'avantage aussi, c'est exprimé, les gens... c'est un peu particulier parce qu'il y a eu le confinement, donc c'est vraiment suivi. Donc chez soi, c'est compliqué, mais le télétravail, c'est pas ce qu'on a connu. Le vrai télétravail, c'est aussi le choix. Et l'avantage d'aller dans un tiers-lieu, c'est aussi un petit peu de s'ouvrir, quoi. Et dans des organisations assez cloisonnées auparavant, je suis sincèrement, dans 5-10 ans, on va parler à quelques personnes, on va dire oui, j'allais au bureau de 9h à 17h, assis derrière. On se rend même plus compte du discours qu'on aura de qu'on prenait le train. Chez nous, il y a quelques personnes qui font 2 heures de trajet aller, 2 heures de trajet retour. Voilà, donc je voulais juste temporiser, c'est qu'il y a aussi un monde des possibles qui s'ouvre, qui n'est pas encore défini et que je trouve vraiment très intéressant et qui sont des opportunités business. Il ne faut pas se leurrer pour plein d'organisations, mais qui sont aussi, ça va être des choix individuels. Et je rebondis sur plein de sujets parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui m'ont vraiment intéressé. Mais le modèle hybride, c'est le plus compliqué, avec des équipes distribuées, etc. Mais ça va être l'avenir. Parce que si vous ne pouvez plus maintenir un collectif, tout le monde au bureau ou tout le monde chez soi, ça va être plus. Donc ça va être un continuum entre ce zéro et ça ne va pas être binaire, quoi. Et alors là, toute la question pour les collaborateurs, bien sûr, mais très vite, comme les outils vont s'en saisir, mais alors pour les managers, voilà, ça va être le vrai défi, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment dévié, désolé. Non, c'est parfait parce qu'effectivement, c'est ce qui a été posé souvent dans le chat, c'était cette question de comment on s'empare de ce qui s'est passé actuellement et qui a été force aussi d'enrichissement auprès des entreprises. Et c'est ce que Mathias nous témoignait en disant que ces 2 périodes de télétravail donc forcé nous permettent de ne pas repartir de zéro. Du moins, il l'espère, et je pense qu'on est tous optimistes dans le sens. Et que c'est une opportunité de réfléchir à l'échelle d'une équipe, que le manager repense son rôle justement pour en tirer des bonnes pratiques, des limites, comme vous l'avez suggéré également au début de cette
collaboration. Et il y avait également l'idée de co-construction en fait qu'il mettait en avant, en disant qu'il fallait trouver des modes de télétravail ou de présentiel qui soient adaptés à tous, donc à tous les collaborateurs, et que les solutions soient trouvées ensemble, effectivement, entre managers, collaborateurs et puis équipe, effectivement, parce que comme le disait Clotilde, selon les membres d'une équipe, et on est assez éclairé au tuba pour le dire, il y en a qui vont préférer continuer de télétravailler chez eux et d'autres en entreprise, mais comment on peut réfléchir en co-construction et trouver un modèle qui convienne à tous. Et c'est ce que Coralie aussi nous disait en employant le terme de co-design de nouveaux modes de fonctionnement par et avec les collaborateurs eux-mêmes. Je me permets juste de préciser, donc c'est Mathias, je ne suis pas du tout optimiste sur le fait qu'on ne revienne pas en arrière. Je suis absolument pessimiste. Si, je ne sais pas, dans vos organisations, vous voyez des répartitions de télétravail, de travail en bureau entre la première phase de confinement et la deuxième, c'est complètement différent. Et dans les discours des managers que j'entends, ils sont impatients de récupérer leurs équipes sous le coude. Donc je pense vraiment que si on ne fait rien et qu'on ne capitalise pas ce retour d'expérience, le retour au monde d'avant va être très, très, très fort. J'en suis persuadé. Et c'est dommage. Oui, effectivement. Je pense que vous les avez tous vus dans votre entreprise. Je ne sais pas si à SNCF, vous avez un témoignage à partager sur cette question, mais les habitudes, les mauvaises habitudes aussi, reviennent assez rapidement. Alors, je ne peux pas généraliser pour toute la SNCF, mais ce qu'on a vu, c'est que des postes comme des managers opérationnels qui, jusque-là, c'était pas du tout envisageable qu'ils fassent du télétravail, eh bien, ça a ouvert des réflexions et on a des managers qui ont, ça y est, signé leur avenant de contrat pour faire du télétravail de manière non pas subie, mais organisée, structurée, avec un jour par semaine ou en tout cas à la carte, ils ont la possibilité d'en prendre un dans la semaine. C'est pour nous une vraie évolution et du coup c'est complètement accepté et c'est complètement on sent en tout cas qu'il y a une volonté de fond maintenant que les managers y ont goûté et pas que les collaborateurs, il y a une envie aussi de le maintenir. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a des nouvelles générations qui arrivent, qui sont habituées à fonctionner je dirais à travailler dans différents environnements, qui n'ont pas forcément besoin d'être sur un lieu de travail pour travailler. Et donc, cette génération-là, elle va forcément aussi bouger les lignes. Donc, voilà, moi, je vais être plus optimiste que Mathias en me disant qu'on a touché à quelque chose et que maintenant qu'on y a goûté, il va y avoir forcément des évolutions. Voilà. Oui, si je peux compléter pour Enedis, de manière, alors nous, certaines, c'est même pas une opinion optimiste, pessimiste, le TAD, le travail à distance, s'est installé. Enfin, on a une pression telle maintenant du corps social qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Enfin, là, c'est juste pas possible. Là, ce qui est en train d'être négocié, c'est plutôt de dire c'est quoi le maximum de jours qui peut être télétravaillé dans une semaine, ou le minimum de jours de présence sur site, par exemple de dire 2 jours de présence sur site, c'est peut-être un minimum par semaine qui serait exigé. Mais bon, du coup, c'est quand même déjà une grande part faite au télétravail. Et donc, nous, on est vraiment dans la réflexion de ce mode hybride, ce que tu disais, Rémi, comment on va travailler, comment les managers vont manager, comment on crée les collectifs, comment on travaille sur la créativité, enfin tout ça, mais en mode hybride. Et on est complètement, pour nous, c'est clair pour tout le monde. Et on part plutôt sur cette répartition moitié-moitié ou 2 jours, 3 jours, mais pour nous, c'est acté, pour tout le monde, c'est acté. Bénédicte Moret, qui n'est pas là, me disait, les premières questions en entretien maintenant, c'est bon, je peux travailler de chez moi, etc. Avant le salaire, avant. Mais ça, c'est clairement. Donc, qu'on le veuille ou non, en tant que manager, qu'on se dise, moi, je préfère avoir mes équipes parce que c'est plus confortable, j'ai l'habitude et tout, ça sera une réalité. Donc, de toute façon, il va falloir l'accepter. Ça, c'est le premier point. Mais c'est vraiment ces enjeux-là. Et nous, on ne peut pas, par exemple, se battre sur les salaires par rapport à d'autres organisations. Par contre, on peut proposer
que ce soit en interne ou en externe, d'attirer un collaborateur qui vit, je sais pas, à Agen et avant, dans le schéma classique RH, devait prendre un poste à Paris, bah, peut-être qu'on peut lui permettre de prendre ce poste à Agen et de rester chez lui. Vous imaginez le levier d'engagement? Alors après, on est 250 000 au niveau du groupe, donc vous imaginez les cas individuels à gérer, etc. Donc comment on articule vraiment cette partie collective de ces parties individuelles, et c'est tout l'enjeu pour les années à venir. Et je partage exactement tout ce qui a été dit. Faire des rex, s'interroger, mais faire une charte, je trouve que c'est une très bonne idée, mais aussi s'interroger 2 semaines, 1 mois après. Est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce qu'il y a des choses à laisser tomber, à améliorer? Enfin, c'est pas des one-shot, quoi. Et en France, on voit quand même, de par la difficile négociation quand même des partenaires sociaux pour arriver à un semblant d'accord sur les télétravail, il y a quand même un gros frein culturel et le présentéisme par rapport à d'autres pays. Hein. Par rapport à d'autres pays, voilà. Sur la flexibilité, etc., on est quand même... il y a des choses. Mais ça va venir. De toute façon, c'est une tendance. Hein, donc, c'est clair et net. Après, il va falloir l'encadrer et je fais confiance aux organisations en France aussi de faire cet équilibre entre la performance globale, pas que financière, et aussi les salariés. Toutes les montrent de toute façon, pour répondre à la question, on n'emménage pas les domiciles, etc. Oui, bien sûr, il faut vigiler, etc. Mais les entreprises qui ne font pas à court terme, elles vont être gagnantes. C'est comme revendre les locaux. Pour nous, on pourrait faire plein d'argent en revendant les locaux. Mais quel est l'intérêt? Dans 2 ans, on se reposera la question, il faudra racheter, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette réflexion-là. Donc effectivement, prendre le temps, mais c'est essentiel par rapport... même moi, j'y croyais pas, mais dans les entretiens, c'est les premières questions. Et parce que... ouais, c'est fou, quoi. C'est fou. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'on a parlé d'inégalité pour des personnes qui ne pourraient pas télétravailler. Hein. On l'a abordé sous cet angle-là. Et moi, ce que je constate, c'est que j'ai des emplois pour lesquels le télétravail n'est pas possible. Et ça devient en effet un frein et un problème d'attractivité des postes. Et maintenant, la question qu'on a, c'est comment on rend attractif des postes pour lesquels le télétravail n'est pas possible. C'est bon, il y a juste peut-être Rose, mais là, il faut quand même encore un peu mouiller et donc on va attendre qu'elle N'hésitez pas à couper votre micro lorsque vous... Je vais faire ça. Oh, génial. Merci beaucoup. Un petit point aussi, peut-être, parce que j'aime bien la notion de travail à distance, qui enlève la notion de télétravail, pour reparler du travail et de sa dépendance à la technologie, qui peut être un vrai sujet, c'est-à-dire qu'une bonne organisation, elle pense aussi sa dépendance aux outils. Et on parlait de souveraineté, c'est un sujet en tant que tel, et c'est clair que c'est pas le sujet tout de suite, mais il y a aussi la dépendance à la numérisation, et est-ce que le télétravail, ça veut dire passer son temps devant un écran? Et qu'est-ce qui reste du travail à distance quand je ne suis pas devant un écran? Et là, il y a encore beaucoup de choses à imaginer, notamment pour redéconnecter le travail, pour permettre justement le travail à distance et éviter cet effet qu'on a tous subi. Moi, je parle d'expérience aussi, de se retrouver 10, 12 heures connectés avec un micro, avec une caméra, avec un écran, alors que la nature même de mon travail n'est pas d'être derrière un écran. Et donc là, il y a vraiment à retravailler l'organisation du schéma de travail dans une forme de libération de la dépendance à la technologie, en disant cette technologie qui permet plein de choses et qui est un peu trop considérée comme magique en ce moment, parce que ce qui a été merveilleux, c'est que finalement tout ne s'est pas arrêté. Donc ça, c'est génial. Tout n'a pas disparu. Mais par contre, qu'est-ce qui pourrait survivre à ça si ça se passait? C'est sans doute une bonne hygiène réflexive dans les organisations de se dire, est-ce qu'on n'est pas trop dépendant? Est-ce qu'on n'est pas en train trop vite de projeter les gens dans un mode d'organisation qui est tellement dépendant de la technologie que si elle nous lâche ou si elle change d'une manière ou d'une autre, c'est leur travail à eux qui va être remis en cause. Et qu'on ne fasse pas l'erreur d'organiser par rapport aux moyens, mais qu'on pense bien à organiser par rapport à la fin que propose l'entreprise en termes de production, et qui n'est pas forcément 100% digital. Et du coup, le travail à distance est sans doute une meilleure façon de nommer les choses, pour se dire on éclate les collectifs de travail, parce que tout un tas de phénomènes dont la technologie permettent de repenser le corps collectif et la production individuelle et collective, mais on raisonne aussi sur une moindre dépendance à la technologie, une moindre dépendance à l'hyperconnectivité, qui sans doute aussi permettra de prévenir un certain nombre de dérives qu'Elsa a très bien pointées, qui sont déjà là, mais qui vont aller crescendo de toute façon si on ne pose pas dès maintenant ces questions de cette hyperdépendance à l'écran,
Et en plus, dans la confusion des genres, où, moi je l'ai vu dans les habitudes de travail de notre équipe, on a de plus en plus d'écrans complémentaires qui s'affichent parce qu'on est connecté à toutes nos sphères en même temps. Et du coup, le travail se dilue dans l'écran. Voilà. Ça, c'était juste pour rappeler. Et puis, en modalité de visioconférence, c'est plutôt rigolo à faire aussi. Se dire, est-ce qu'on continuerait à échanger s'il n'y avait pas de visioconférence et continuerait à travailler si on n'avait pas la technologie? En tout cas, pas de la même manière. Merci Luc. Justement, on va pouvoir vous libérer de ces écrans, en tout cas on l'espère, pour la journée. On va déjà remercier la SNCF, Enedis d'être partenaire de l'événement, mais aussi tous les autres intervenants, parce que ça a vraiment pu permettre des beaux échanges et on espère que ça vous a plu. Et on pourra retrouver du coup une synthèse et également la vidéo sur le site internet du Tuba très prochainement. Aussi, je vous invite à suivre le Tuba sur nos réseaux sociaux pour justement participer à potentiellement d'autres meet-up, mais aussi à des expérimentations, des études sur les divers champs de la ville. Et je peux que vous remercier du coup, encore une fois, à tous d'avoir participé. En vous souhaitant une bonne soirée. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.